Je vous propose maintenant de commencer la table ronde sur la problématique d'aujourd'hui, donc l'usinage et ses nouvelles contraintes. On a entendu plusieurs de nos intervenants parler des nouveaux matériaux. Alors quand on est chef d'atelier, quand on est chef d'entreprise, qu'on a envie d'accueillir un nouveau matériau en notre sein, qu'on a envie de maîtriser un nouveau matériau, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour qualifier un matériau dont on n'a jamais eu l'habitude d'usiner auparavant? Monsieur Yerli, peut-être, pour commencer? Je pense qu'il faut bien sûr revoir toutes les opérations d'usinage chez nos clients. Ça peut être aussi bien de l'usinage que de la déformation. On en a parlé avec la société Ifanger. Pour notre part, en ce qui concerne l'usinage, comme je vous l'ai dit auparavant, je pense que c'est très très important déjà de faire un état des lieux sur les possibilités d'usinage que nous avons, les outils coupants actuels dans une société, les machines actuelles, les autres systèmes bien sûr qui sont à disposition, et de voir la compatibilité. C'est souvent une histoire de compatibilité. Et puis, bien sûr, c'est pour ça que Louis Bellet a fait le pas des outils experts. Je pense que le bon outil pour la bonne matière va solutionner tous les problèmes chez nos clients par rapport justement à l'accueil de ces nouvelles matières. Mais c'est facile à dire à cette table. Comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est un gros challenge pour nos clients parce que c'est fastidieux. Et d'ailleurs, j'ai parcouru votre site internet et je me suis rendu compte que vous avez des webinaires Oui. Que vous donnez plusieurs fois par mois, je crois, pour Alors, vraiment... plusieurs fois par mois ou... Ouais, c'est un peu plus espacé parce qu'il faut laisser le temps à nos clients d'assimiler et surtout de respirer. Je dirais qu'on en fait une fois tous les 2 mois. Et puis on essaie de traiter des sujets très techniques. Et bien sûr, on parle de ces nouveaux matériaux. Merci. Monsieur Flequillère? Alors, évidemment, on propose aussi de travailler par comparaison, mais en particulier pour le molletage, ce qui est important aussi, c'est de savoir l'attente. Qu'est-ce que la pièce doit faire, la pièce terminée. Et ça va définir beaucoup de choses. Après, effectivement, on teste, on regarde, on adapte un peu les vitesses, les lubrifiants, et puis on cherche. On tâtonne un peu, et puis c'est vrai qu'on a quand même une certaine expérience maintenant. Il y a des familles de produits, des familles de matières qu'on peut, au niveau du molletage, qu'on peut mettre ensemble, et puis qui réagissent, voilà, des copeaux courts, copeaux longs. Copeaux longs, nous on aime bien, c'est plus simple à déformer que copeaux courts. Copeaux courts, ça vous fait beaucoup de cisaillement, donc ça fait des états de surface qui ne sont pas terribles. Si vous prenez un laiton ou plomb, il est magnifique à usiner, un molletage, ça va. Voilà, donc on n'a pas tout à fait la même problématique, mais c'est la même approche. D'accord. Et chez Ifanger, est-ce qu'il y a eu des matériaux qui, il y a 10 ans, vous faisaient peur et qui maintenant, avec le molletage, c'est sans problème? On regarde l'expérience et puis ce qui se faisait déjà dans les années 40-50 chez Ifanger, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui fait peur, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais disons qu'il y avait des matériaux qu'on respectait et puis qui sont devenus un petit peu plus courants. Alors on produit aussi beaucoup d'outils de coupe, pas uniquement des molettes. Là, aujourd'hui, on n'a parlé que de la déformation à froid des molettes. Si vous travaillez de l'usinage intérieur, tout ce qui était titane et autres, évidemment, on a exactement les mêmes problèmes que tout le monde à ce niveau-là. Et probablement des solutions finalement assez proches. Mais non, on n'a pas peur des matières. Après, il y a des choses où effectivement on repose la question au client en disant mais est-ce que le molletage est vraiment le procédé adéquat pour le produit fini? C'est là que ça se passe en général. Très bien. Et chez Dixie Polytool, comment ça se passe l'arrivée de nouveaux matériaux? Est-ce que justement le développement de ce concept, le Cool Plus, est-ce que ça vient de l'arrivée de ces nouveaux matériaux?
dirais qu'il y a plusieurs réponses. Et je dirais qu'il faut commencer par catégoriser. Dans les nouveaux matériaux, à mes yeux, soit ils sont proches de ce qui est existant, donc c'est les caractéristiques mécaniques, le type de copeaux, comme mes collègues en ont parlé, qui vont faire qu'on va produire un outil coupant avec un matériau coupant donné. Si on revient là au Dixie-Cool Plus et à l'arrosage intégré, à mon sens, c'est pour garantir l'usinage sans surveillance. Comme il a été expliqué en tournage ici, si vous avez des copeaux qui s'enroulent sur votre broche de machine, votre opérateur doit arrêter la machine. Lorsqu'on a un arrosage par le centre et qu'on évacue les copeaux, on a beaucoup moins de problèmes de ce genre, et donc l'usinage sans surveillance est directement concerné. Et pour les pays comme la Suisse et tous les pays à fort coût de main-d'œuvre, c'est extrêmement important. L'usinage de demain sur des grosses séries, il se fera comme ça dans nos pays industrialisés. C'est la raison pour laquelle on a développé ce Dixie-Cool Plus. Maintenant, si je reviens aux nouveaux matériaux, si c'est un matériau sandwich, si c'est un matériau qui n'a jamais été usiné, quelquefois on a des questions assez étonnantes. On a d'ailleurs récemment posé la question de l'usinage de l'osmium. C'est encore plus rare que le palladium. Alors évidemment, on n'a aucune notion. Donc soit on est capable d'en avoir et d'essayer, soit on fournit des outils et ensuite on se met à disposition. Et j'ai la chance de diriger une petite équipe et d'avoir une direction d'entreprise qui a mis les moyens pour fabriquer des prototypes, c'est-à-dire on a la machine pour faire les protos, et différentes machines pour pouvoir les tester. Et chez Souvema, dans le décolletage, est-ce que c'est aussi la même approche quand on vient avec un nouveau matériau? Ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Alors les nouveaux matériaux, en fait, ils sont imposés à nos clients de plus en plus. De plus en plus, il est nécessaire de fabriquer les pièces en laiton sans plan. De plus en plus, il est nécessaire de fabriquer tous les composants qu'eux fabriquent sont la matière finale. La matière, elle est imposée par des normes que ce soit de sécurité ou liées à la santé. Donc là, on n'y coupe pas. Donc, à nous de développer des process qui permettent aux clients, comme l'a dit très justement M. Chaillet, à travailler de manière productive. C'est-à-dire, il faut absolument qu'ils puissent travailler dans des équipes de nuit sans surveillance. Et il faut qu'il y ait la sécurité que la machine puisse continuer. Et c'est là, si on a des paquets de copeaux qui s'accumulent, c'est juste impossible de travailler en mode automatique. Et c'est vraiment une des principales contraintes. Disons, c'est toute l'évolution de l'environnement machine qui va non seulement de la surveillance à distance, ce qu'on a entendu tout à l'heure avec l'industrie 4.0 et tout, mais il faut qu'on puisse garantir dans une fabrication autonome, automatisée, que la machine ait les conditions externes qui lui permettent de travailler sans interruption. Très bien. Et est-ce que j'ai une question d'ailleurs d'un internaute à ce sujet au niveau de l'utilisation des nouvelles matières, nouveaux matériaux. Est-ce que les simulations multiphysiques, on en a vu quelques-unes, est-ce qu'elles sont utilisées avec succès pour tester ces nouveaux matériaux, ou est-ce qu'il y a encore certaines limitations qui font que voilà, on va tester directement avec les outils sans passer par la simulation? Je vais prendre la parole à ce sujet. Alors, pour notre part, ça a été un grand changement. Au départ, bien sûr, on est quasiment tous issus chez Louis Bellet, donc au niveau conseil technique ou R&D, on est tous issus des métiers techniques. On se méfie de ces logiciels, finalement, qui sont censés nous dire la vérité. Et puis, bien sûr, vous pensez que si on a investi dans un logiciel comme celui-là, c'est finalement qu'on a été bluffé par la similitude entre la réalité et le calcul par élément fini. Donc, bien entendu, je pense que c'est indissociable aujourd'hui. Nous devons nous appuyer sur le savoir, sur les technologies. Et derrière, bien sûr, il y a les validations. Il y a les validations de ce qu'on calcule finalement qui sont effectuées dans la réalité.
Comme le disait Monsieur Chaillet, chez Louis Bellet, nous avons aussi de quoi fabriquer des outils en prototype et puis derrière, de quoi les essayer. C'est très très important d'avoir cette indépendance parce qu'à travers les clients, c'est très fastidieux, c'est très long et puis on ne peut pas se permettre de compter entre guillemets sur nos clients pour avoir tous les résultats escomptés. On doit leur apporter déjà une solution avant que eux testent pour simplement valider le résultat annoncé. Est-ce que l'un de vous a d'autres expériences par rapport aux simulations multiphysiques, bonnes ou mauvaises, hein? Pour nous, bien sûr, c'est intéressant, mais bien sûr aussi c'est limité. Pourquoi? Parce que c'est souvent basé sur des choses existantes. Ils ont basé leur logiciel et leur raisonnement sur des raisonnements existants. Donc le raisonnement qui n'existe encore pas, il n'est pas dedans. Donc pour les matériaux qui sont très proches ou relativement proches de ce qui est existant, on va agir d'une manière commune à la plupart des sociétés dans l'usinage et dans l'outillage. Pour d'autres, il faudra être collaboratif. Il n'y aura pas d'autre choix. Oui. Donc les découvertes, elles partent de l'expérience des uns et des autres et on va mettre au point une solution ensemble. Une solution par rapport à ce qui est existant. Voilà. Ah oui, ça fait du sens. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. On a eu deux présentations de deux exemples d'usinage, de possibilités d'usinage sans surveillance. On a aussi parlé tout à l'heure d'industrie 4.0. Pour moi, le fait de pouvoir usiner sans surveillance, on entre un petit peu dans ce concept d'industrie 4.0. Est-ce qu'il y a d'autres exemples très concrets qui pourraient rentrer dans ce concept d'industrie 4.0 que vous aurez mis en place avec succès pour vos partenaires, pour vos clients? Chez Souvema, par exemple? Alors, outre le problème d'usinage pur, donc là, on va aussi dans l'anticipation des dérives de code, des corrections automatiques, ensuite la maintenance à distance ou la prévisionnabilité de maintenance sur les machines. Voire on va sur la réalité augmentée. Maintenant, on est au tout début pour pouvoir assister notre client avec la réalité augmentée sur les machines. Chez Louis Bellet, par exemple, vous avez des exemples qui pourraient rentrer dans le concept d'industrie 4.0? Je pense que si on parle de production non surveillée, sans surveillance, je pense que c'est le développement main dans la main avec nos clients de durée de vie d'outils. Et là, on a énormément investi ces dernières années dans les dernières technologies. Je pense notamment à de la préparation d'arêtes. Je pense aux revêtements, aux derniers vêtements de couches très minces. Et on arrive à avoir, avec grande répétition, des durées de vie grandement accrues, parfois par 10, sur un outil existant depuis des années chez un client médical qui avait 300 minutes de durée de vie. En travaillant main dans la main avec le client, avec nos savoir-faire, avec les dernières technologies, on arrive à passer 3000 minutes sur un process stable et répété. Donc voilà, c'est vraiment au niveau technologique qu'on a vraiment pu imposer, on va dire, nos outils par leur qualité. Et c'est aussi la même approche qui a été faite chez Ifanger, de développer ces couches, ces revêtements pour augmenter la durée de vie des outillages. Oui, et surtout la stabilité du process. Alors, c'est sûr que molletage, si on reste sur cette production-là, ça pose un certain nombre de questions par rapport à 4.0, etc., les mesures, les corrections automatiques. Mais ce qui est demandé, vraiment, c'est des stabilités. C'est-à-dire que le client dit, si j'ai 6000 pièces, ça me va, mais je veux toujours 6000. Je ne veux pas une fois 6000, une fois 12. Et c'est là-dessus qu'on est parti, c'est là qu'on travaille maintenant depuis bien quelques années. Et l'exemple flagrant, donc cette pièce-là,
où on a un facteur x3 à peu près. On a fait d'autres essais chez le même client, dans de l'ETG100, donc c'est un acier qui n'est pas extraordinaire, mais enfin qui est quand même quelque chose d'assez coriace. Et on a attendu sur les résultats, simplement parce que la molette tournait. Ils ont fait 200 000 pièces. Personne n'attendait ça. Alors c'est un record. Probablement qu'il y a une configuration qui fait que ça a marché, mais c'est x5 par rapport à la même molette non traitée. Et le gars nous a dit, c'est bien, moi je vise du coup 150 000, on y va comme ça marche. C'est des exemples comme ça. Alors là, évidemment, au niveau stabilité de process, il faut que le reste joue, parce que au niveau de la machine, au niveau des vibrations, de l'arrosage, sinon ça ne marche pas. Et il y a des possibilités, effectivement. On atteint des choses aujourd'hui qui sont étonnantes. Voilà. Et quand on parle d'industrie 4.0, il y a un autre concept qui émerge depuis plusieurs années, c'est l'impression 3D. Donc là, on parle vraiment d'usinage, mais depuis quelques années, on a l'impression 3D qui arrive. En tout cas, on nous dit qu'elle arrive, qu'elle va révolutionner des domaines. Elle l'a déjà faite dans certains domaines. Est-ce que vous pensez que ça va se faire dans l'usinage de précision? Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire ou au contraire, est-ce que vous voyez de nouvelles possibilités avec cette technologie? J'aurais deux réponses. La première, c'est pour la fabrication des outils de coupe eux-mêmes. Donc là, on est au balbutiement de ce qui peut se construire à l'aide de cette technologie pour les carbures de tungstène. Et un des gros problèmes, c'est l'homogénéité. Donc on suit ces projets-là de très près, mais ce n'est pas pour tout de suite. Dans un deuxième temps, il y a un autre aspect, c'est notre clientèle, c'est-à-dire elle va usiner des pièces qui sont très proches, quelquefois ne seront pas usinées tout simplement, ou alors très proches de l'usinage final, ce qui voudrait dire que les opérations d'ébauche seront moins importantes que par le passé. Donc c'est un des problèmes pour les fabricants d'outils, puisque forcément il n'y aura pas d'ébauche, ou peu d'ébauche. Mais on est quand même là aussi au balbutiement et sur certaines pièces. L'industrie automobile, c'est encore pas demain matin qu'elle va fabriquer ses blocs moteurs en impression 3D. J'exagère un peu, mais c'est cela. Donc il y aura des parties du métier qui vont être impactées, notamment l'opération d'usinage. Personnellement, je ne pense pas que pour l'opération de finition, je parle dans le domaine de la précision qu'on a ici sur l'arc jurassien, il y aura beaucoup d'impact, pour la simple et bonne raison qu'on est toujours en train de parler de microns, on est rarement dans le centième. Voilà. Et chez Ifanger, vous avez eu des... Oui, nous c'est plus dans les porte-outils. Oui. Alors, on ne va pas faire des molettes ou des outils de coupe en impression 3D pour les mêmes raisons, mais par contre, dans les porte-outils, pour amener la lubrification là où elle doit être, là, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Tout à fait. Chez Louis Bellet, l'impression 3D? Je pense qu'elle ne concerne pas aujourd'hui la fabrication de nos outils. Certes, des clients impriment déjà en 3D certaines de leurs pièces. Comme l'a dit M. Chaillet, des opérations d'ébauche sont maintenant évitées. Mais il y a encore une grande part de finition. D'autres possibilités d'usinage qui arrivent aussi. Les outils aussi, eux, évoluent et permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans avec un outil de coupe. Du coup, je dirais que c'est l'évolution, on va dire, normale comme elle doit être. Il y a des clients qui maintenant ne fraissent plus les entrecornes sur des boîtes, ils les meulent. On a perdu des marchés à cause de ces entrecornes meulés, mais on a gagné d'autres marchés par rapport à l'évolution des outils de coupe. Alors aujourd'hui, dans nos dimensions, avec nos précisions, on ne parle pas encore d'impression 3D d'outils de coupe. Demain, peut-être, effectivement, mais actuellement, je pense qu'on a fort à faire sur l'évolution justement de ces outils de coupe. Il reste 5 minutes environ donc on arrive à la fin de cette table ronde. J'ai peut-être une dernière question pour chacun d'entre vous. Si on se projette un petit peu dans l'avenir, quels sont les gros défis ou le gros défi que vous voyez, auquel vous allez, ou vous êtes sûrement déjà attelé aujourd'hui, d'ici dans ces 5 prochaines années? Quel est le plus gros défi, Monsieur Yerli? Il y en a plusieurs en parallèle. Je pense que c'est déjà les substrats d'outils.
Donc on parle beaucoup de métal dur aujourd'hui. Les céramiques arrivent à grandes enjambées aussi dans les outils de coupe. Tout ce qui est lié au PCD et aux géométries, on va dire, particulières qu'on peut lui amener. Voilà, c'est beaucoup ces substrats d'outils de coupe et bien sûr les arrosages, on en a parlé aujourd'hui, les arrosages au centre des outils qui vont prendre une part importante dans le marché de l'outil de coupe. Monsieur Fluquillère, pour vous? Alors, chez nous, c'est effectivement la pression que vous avez sur la productivité du système. Vous avez un atelier, vous produisez, les temps d'arrêt machine, etc. sont de plus en plus pointus. Et là, on développe des solutions maintenant de changement rapide ou d'outils sur mesure. On fait énormément de porte-outils sur mesure pour des machines spéciales, etc., pour pouvoir faciliter la vie des opérateurs, pour gagner du temps sur les réglages. Mm-hmm. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Monsieur Chaillet, plus gros défi. À travers ce projet Dixi-Cool+, qui maintenant est plus que démarré, j'ai choisi quelques exemples à vous présenter. Alors je ne sais pas si c'est lisible à l'écran, mais je vais quand même essayer de le faire. C'est un client qui est à environ 15 km d'ici, qui exécute des rainures et qui a envoyé un mail à notre technico-commercial en expliquant qu'il fait toujours autant de pièces avec la nouvelle fraise Cool+, mais qu'il les fait 3 fois plus vite. C'est ça, c'est le gain de productivité. J'ai d'autres exemples, des gens qui faisaient 1000 pièces en 105 heures, ils les font en 80 heures. Donc ils ont gagné 20 heures pour usiner d'autres pièces. Je pense que la vitesse, la productivité, de toutes les manières possibles et imaginables, est intéressante. Et qu'en plus de tout cela, on a un petit impact sur le côté écologie, puisqu'on consomme moins d'énergie, puisqu'on produit plus vite. Donc on va dans le bon sens par rapport à tous les travaux qui sont en cours en ce moment. Ah, c'est super intéressant. Voilà. Et chez Souvema, Monsieur Guttner, quel est le plus gros défi qui vous attend ces prochaines années? Le plus gros défi, c'est certainement la finalisation de l'usine connectée. Ça, c'est clair que ça, c'est un élément qui est déjà en marche, mais qui va se développer sur des années encore. Et qu'est-ce qu'on entend par l'usine connectée? C'est que vraiment la machine devient un élément avec de l'intelligence active. Donc c'est elle qui va commander à quel moment elle a besoin qu'il y ait une intervention qui se fasse. C'est elle qui va se corriger toute seule si elle a une dérive. C'est elle qui va s'occuper toute seule sans intervention humaine. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est le défi sur lequel tout le monde travaille. Mais en même temps, avec l'arrivée d'Industrie 4.0, un élément très important, c'est l'économie d'énergie. En utilisant des motorisations de la dernière génération ou future, avec des moteurs à fréquence, à chaque fois qu'un équipement n'est pas utilisé, on va descendre en consommation. Et là, on a déjà maintenant des économies en consommation d'énergie qui sont considérables. Et ça, il faut encore le développer dans les 5 années à venir, ça c'est sûr. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette table ronde dédiée aux nouvelles contraintes de l'usinage. Au nom de SIAMS, je remercie vivement les entreprises ici présentes et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter leurs interventions. Avant que vous ne rejoigniez vos salons privatifs pour leur poser des questions un petit peu plus dédiées, je cède la parole à Monsieur Pierre-Yves Koller pour le mot de la fin. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors effectivement, aussi au nom de SIAMS, je tiens à vous remercier, chers internautes qui nous suivez en ligne depuis ce matin, mais également remercier toutes les entreprises qui ont travaillé ensemble depuis plusieurs semaines, activement, à faire de cette journée vraiment une journée à valeur ajoutée pour les internautes. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir organisé cette... voilà, le slide ne tourne pas. Ah voilà. Parce que quand même, si je voulais vous remercier, il fallait quand même qu'il y ait une slide de remerciement. Donc,
En plus de cela, je tiens aussi à remercier les personnes de la technique qui sont là, mes collègues, mes collaborateurs qui nous ont aidés à mettre tout ceci en place. Donc ça n'a pas l'air comme ça, c'est juste une diffusion d'1 heure sur Internet, mais ça a demandé beaucoup d'investissement de beaucoup de monde. Également le modérateur qui a dû vraiment régler les temps pour que tout se passe bien. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup. J'affiche à l'écran les coordonnées des personnes qui ont parlé. Donc, comme l'a dit M. Loiseau, vous aurez la possibilité de les rejoindre dans des sessions privatives de discussion, mais vous pouvez également les contacter par téléphone ou par Internet dans les prochains jours si vous aviez envie d'aller plus loin dans ce qui a été démontré. Et la journée continue. Nous avons assisté à 2 sessions. 3 sont encore à venir. Automatisation robotique, efficacité de vos processus, aide à l'innovation. Donc ces 3 sessions sont à venir en début d'après-midi. Je vous invite vraiment à les suivre si les thèmes vous intéressent, puisque finalement ce sera également de la valeur ajoutée. Je vous passe une petite publicité et pendant la page de pub, nos intervenants vont se déplacer vers les différentes rooms, qu'ils puissent vous contacter directement. Donc en termes de pub, 2 choses importantes à vous dire. La première, si vous recherchez des informations sur le domaine de la microtechnique, n'hésitez pas à aller sur le portail d'info de SIAMS toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des informations sont disponibles, elles sont publiées par plus de 200 entreprises exposantes à SIAMS. Donc là, vous avez vraiment une mine d'or d'informations dans la microtechnique. Et dernier élément publicitaire, le SIAMS, le prochain SIAMS, le SIAMS en vrai, le vrai SIAMS réel aura lieu du 5 au 8 avril 2022. 450 exposants ont déjà confirmé leur participation. Donc, sauf catastrophe nucléaire ou de virus, le SIAMS 2022 est déjà un succès. Réservez les dates, donc du 5 au 8 avril. Je vous remercie vraiment de noter ces dates, puisque finalement, ce sera une très belle fête, une très belle célébration de la microtechnique.